T'es en France là ou t'es en tournage quelque part? Parce que de ce que je vois en discutant avec toi, t'as souvent l'air d'être en tournage. Ah, je suis souvent parti, oui, ça fait partie du boulot. J'étais parti pour des raisons personnelles, là, surtout avec le Covid. Mais là, je commence fin du mois de tournage, un film polonais et une série Arte avec Dominique Rocher. D'accord, d'accord. Bah justement, ça me fait mettre le point sur quelque chose. Niveau de ta carrière en tant qu'acteur, en tout cas, euh, t'es vraiment très, très, très international. C'est-à-dire qu'il y a peu d'acteurs francophones que je vois autant tourner à l'étranger, partout, partout dans le monde, et un peu dès le début de ta carrière finalement. Ah, C'est je suis vraiment, je suis né en Allemagne d'un papa américain militaire et d'une maman. J'ai grandi aux États-Unis. Ma langue première, vraiment, c'est l'anglais. J'ai fait mes études en Angleterre en termes d'acteur. Donc, j'ai pu un peu déjà exploiter un peu en voyageant le monde. Et oui, avec le succès du Grand Bleu, euh, j'étais un acteur très vert. D'être un star du jour au lendemain, j'y croyais pas trop. Et donc, vraiment, avec le Grand Bleu, j'ai essayé d'apprendre ce métier. Et j'ai su aussi que, oui, le côté international, pour moi, surtout avec l'Europe qui commençait à parler l'anglais sans problème de classe pour la première fois, créer aussi un nouvel genre de cinéma, pas une nouvelle, mais une continuation du cinéma que peut-être Hollywood ne participe plus dedans. ouais. Et tant que je suis venu en Europe pour des raisons vraiment idéalistes et oui, d'être acteur était sérieux et pour moi une vraie profession, et ben voilà, j'ai essayé d'apprendre ce métier et là je me retrouve là maintenant à 60 ans, vraiment encore envie de le faire et de le faire même mieux que je le faisais peut-être il y a 30 ans. D'accord, d'accord. Effectivement, et tu disais que tu as commencé à tourner en anglais. T'as remarqué une grosse différence au niveau jeu d'acteur quand tu es arrivé en France? Ça a été Non, assez non, différent pour toi, appréhendé ou pas? non, c'est-à-dire tu apprends de tout le monde, il y a plein de styles différents. Les Italiens, par exemple, surtout cette nouvelle génération, et pas du tout comme la génération des acteurs italiens des années 70. Qui était expressif? Non, et comment dire, on est dans une, et aussi on est dans une autre époque d'essayer de créer des drames quand tout d'un coup, avec l'Internet, avec les videogames, avec le cinéma, les gens sont bombardés par ça. C'est comment essayer aussi de participer dans des drames qui fait le spectateur un peu arrêter dans son élan normal et Hmm. un peu s'arrêter, penser à lui ou à elle et réfléchir. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Je sais pour divertir, bien sûr. Mais moi, je suis touché quand il y a des choses qui sont partagées, même sur un niveau léger, mais partagées, que quelque chose d'humain soit fait. Oui, même pas forcément quelque chose d'agréable, mais partager des émotions Voilà, humaines. ben regarde Ouais. les films de Von Trier, la dernière scène que j'ai fait dans Nymphomaniac, elle est inoubliable, Ouais. elle est pas facile à voir, ce qu'elle est en train de connoter est horrible, mais elle prend l'attention du spectateur. Et surtout, ce qui est vraiment impressionnant niveau jeu, c'est que c'est vraiment que du jeu physique pour le coup dans cette scène, donc dans Nymphomaniac. Pour toi, c'est vachement basé sur le physique et pas trop sur les dialogues, quoi. C'est-à-dire, là, ce que ça, les idées dans lesquelles ça se reposait, euh, un type qui veut pas payer une dette et l'infomaniaque qui lui dit ok, je vais voir quelles sont tes faiblesses sexuelles, et lui, euh,
on l'attache à une chaise, on utilise son pénis pour voir comment il réagit. Et le type découvre au fur et à mesure qu'il est pédophile. Mmh. Et donc, avec tout ce qui se passe dans le monde avec ça, surtout depuis MeToo et tout ce qui se passe depuis 10 ans, c'est un sujet tabou. Et donc, tout d'un coup, de jouer l'excitation de le réaliser et l'horreur à la fois d'être et d'avoir un gros plan un petit peu à la Carl Dreyer pour l'exprimer. Et pour moi, ça, c'est intéressant. Le côté physique, c'était drôle. Moi, c'est la première fois que j'ai pas pu faire la scène quand il fallait avoir une érection. Eh ben, je suis pas arrivé. Il y avait 15 personnes autour. J'étais attaché à une chaise. Même là, je venais jouer avec mon pénis et ça marchait pas. Donc, on a dû prendre quelqu'un pour le faire. En même temps, c'est compréhensible. C'est C'était vu la première fois que j'ai pas pu faire ce qu'on me demandait. mais c'est intéressant quand on regarde ta filmographie dans l'ensemble et en tant que réalisateur et en tant que comédien, j'ai l'impression que la sexualité, c'est vraiment un thème central dans ta filmographie. Dans les projets que peut-être pas, hein, mais on dirait, tu vois, il y a les films marquants où c'est important. Dans tes réalisations déjà, évidemment, où le style c'est très libre et c'est très bien d'ailleurs. Il y a vraiment une grande liberté de ton là-dessus, dans les personnages, dans l'ouverture d'esprit, etc. Mais aussi, bah, par exemple, si je dois penser à des films où la sexualité est importante, bah, J'aimerais pas crever un dimanche, évidemment, je pense. Mais même des films comme Coquillage et crustacés, où, où tu as un personnage un peu bienveillant par rapport à un adolescent qui se pose des questions. Et j'ai l'impression vraiment que, je sais pas si tu y as pensé, si c'est conscient, inconscient, Non, mais mais je viens d'un passé catholique très reprimé sexuellement. ouais. Et je viens d'aussi les États-Unis aussi. Et il me semble que on a tellement été déformé dans notre éducation par cette chose-là, euh, et que c'est un sujet encore très important à tous les âges. Et oui, le corps, il me semble, dans ce monde de plus en plus industriel, de plus en plus moderne, le corps semble le seul endroit de liberté qui reste pour un individu. Mmh. Et que l'individu n'ait aucune crainte de poursuivre ses curiosités me semble une bonne approche au lieu de dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire et ce qui est normal et pas normal. Et quand tu touches vraiment devant l'écran, en tout cas moi j'essaie plus de falsifier, c'est un peu, on a été tellement servi l'amour sur des gens qui mimiquent l'acte, tandis qu'on est là depuis 20 ans avec le porno online. Ça, ça, ça Qui est devient, impeccable. ça devient un peu bête. Donc, Mmh. si vraiment c'est initialisé ou engagé, c'est un peu intéressant, dramatiquement. Pour ça, j'imagine que dans Chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui, il y a eu vraiment cet exercice de pas trop mimer les choses Non, et ils ont vraiment fait l'amour. ouais, ouais. Ils ont vraiment fait mais aussi, le message dont on était en train de partager n'était pas dans le même grammaire que le porno. On a pu sortir le film coupé. Il est sorti à tous les âges, accessible à tous les âges au-dessus de 12 ans. Donc un film quand même où les gens sont en train de faire l'amour et puis c'est un jeune qui est en train d'apprendre sur la sexualité. Pour nous, il nous semblait un petit film sexuel ouais, qui était positif, qui était rayonnant, qui n'était pas glauque, qui était dans la joie de la sexualité. On l'a fait pour 300 000 euros. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est vraiment rien. donc, aujourd'hui, ce genre de cinéma,
en tout cas, c'est très difficile pour ces genres de films maintenant de jouer dans les salles. Mmh. On vit dans des marchés qui sont beaucoup trop importants, de moins de 25 et de plus de 60 ans. Et on est en train, à cause du Covid, de se retrouver dans une nouvelle situation maintenant. Mais nous, on n'a pas tourné depuis 10 ans, 11 ans. Je ne sais pas si tu avais vu la Free Trilogy, là. Mais on a fait 3 films. Le premier dog français qui s'appelle Lovers. Lovers, ouais. Too Much Flesh et Being Light. Et vraiment, je pense que Pascal et moi, on a pu capter une liberté qui est impossible aujourd'hui. Parce que les Bah, gens, ils ne reconnaissaient pas les petites caméras. On a pu tourner 3 films en 3 ans. Un à Paris, l'autre en Illinois aux États-Unis, un autre en Inde. Et oui, là, on était dans la même joie et la même créativité, il me semble, que Max Sennett dans ses premiers films. Et mais donc, juste, c'est ça que je recherche. En tout cas, je recherche cette liberté dans le jeu. Je peux faire tout, hein, mais avec Lars, par exemple, je sais que ce qu'il est en train de poursuivre dérange. Et quand on va dans des endroits dérangeants, eh ben, c'est intéressant. bah, Et, bien sûr. et même l'envie de rechercher dans cette morale immorale. Mais enfin, pour moi, c'est un peu, ce que doit faire l'art aussi, c'est d'essayer de rechercher, les limites entre le moral, l'immoral et cetera, les questionner, donc c'est normal. Après, niveau production, j'imagine qu'en France, c'est beaucoup plus difficile, des fois de faire ce genre de film. Euh, En ce moment, attends, Des il y a quelque sirènes. chose qui passe là. Euh, le Covid a changé le cinéma. Le cinéma. Attends, juste une minute. OK. Il y a quelque chose qui se passe à Paris. J'entends des sirènes tout depuis 2 heures. Oui, Je ne sais pas ce qui se passe. T'as pas de nouvelles? j'ai pas regardé, hein, on est dans notre bulle. Non, en ce moment, c'est très difficile parce que mon analyse, il est que le cinéma était un beau proposition en France, mais que les producteurs, pendant 30 ans, ils étaient vraiment des go-between entre les télés et les banques. Mmh. Et donc, tout d'un coup, ça a bien marché. On a vu plein d'auteurs, il y avait plein de films. On vendait pas mal à l'étranger, c'était pas mal. Mais que depuis que l'Internet est arrivé, depuis que les multiplex sont arrivés, tout d'un coup, les gros films, le capitalisme a marché. Et donc, au fur et à mesure, on peut plus participer. On est 10 films contre 500 ou 1000. Hein. Donc, le jeu, il nous a éliminés. Et le problème, c'est que maintenant, avec l'Internet, l'expression à l'international, il ne sait plus où comment se vendre. Et donc, on se retrouve avec des producteurs qui maintenant sont vraiment, leur intérêt est à faire domestique. Et, et ça reste très formaté par la télévision parce que c'est les seuls qui investissent. Et donc, même pour le CNC, les comités, c'est les mêmes personnes. Il n'y a pas de fou qui est lâché. Donc, on n'est plus du tout dans un moment de créativité, on est dans un moment de protéger l'industrie à tout prix. Et le film est plus important. On a 1 ou 2, 3 exemples par an qui donnent espoir, c'est sûr. Mais on n'a pas peut-être cette ambition internationale non plus que peut-être Lars, il utilise quand il tourne ses films en anglais aussi bien que Besson. Mais on est dans une période intéressante maintenant avec le Covid parce que ils n'ont pas pu vendre du popcorn là depuis au Eh moins oui. 8 mois. Et c'est grave pour les cinémas parce que c'est pas les films qui payent, c'est le popcorn. Et si les salles sont vides, c'est plus la peine d'avoir des salles.
Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que ça laisse craindre pour toi plutôt qu'ils vont vraiment capitaliser sur des très grosses productions encore plus, ou que le cinéma va essayer de s'adapter plus à Internet peut-être, avec l'idée que, bah, tiens, les gens ils pourront beaucoup moins se réunir? En tout cas, le seul moyen dont ils existaient, c'était d'occuper tous les salles et de sortir le film partout dans le monde au même moment. Je ne sais pas, c'est-à-dire où est le plan économique? Mmh. Est-ce que Netflix ou Amazon sont prêts à investir 150 millions, 200 millions euh, quand ils ne peuvent pas vendre leur popcorn? Parce que Mmh. c'est la seule manière de ça marcher, ça. Netflix, à la rigueur, ils ont un modèle vraiment différent pour le coup, qui est de, tu des films à toi sur Netflix ou t'en as eu Oui, ou pas? il y a Chronique sexuelle, il y a Chacun sa Version vie. censurée, j'imagine? Hein? Il y a version censurée, j'imagine, pour Chronique Non, Sexuelle? non, non, il marche très bien. Il a marché presque comme un blockbuster sur Netflix. Cool. Ouais, non, non, étonnamment, c'est celui qui nous garde à flotte. On n'est pas mort encore. Bah, j'espère. On Bah, va tourner, mais c'est juste que maintenant, je pense qu'on est dans une. Il faut se dire que le capitalisme a gagné et que les artistes aujourd'hui indépendants sont un peu dans l'obligation de trouver des réserves privées, 1 million, 2 millions, essayer de tourner ce qu'ils ont à tourner et s'ils n'ont pas une connexion Netflix, d'aller sur les genoux et le présenter et Netflix dit le prix. Soit Netflix le produit et il faut accepter que c'est plus ton bébé. Tu travailles pour Netflix. Et ils peuvent faire ça à n'importe quel metteur en scène. Et donc, ça, c'est un donné. C'était une donnée qui était inacceptable il y a 20 ans. Maintenant, on est tous républicains. pour le coup, j'ai l'impression vraiment que ces 2 3 dernières années, le modèle change vraiment et que, moi qui ai travaillé en collège, bah, les gamins, ils regardent tous Netflix. Alors des fois, ils vont découvrir des trucs, un peu autres sur Netflix et cetera, donc c'est intéressant, mais du coup, il y a vraiment une espèce de monopole de Netflix, qui est comme, Disney a le monopole de, un peu tout un. Non, mais Disney va acheter Netflix. Tu crois? C'est dans, oui, c'est dans les cartes. C'est dur à accepter. Hein. C'est que on n'a plus les outils, on n'a plus le forum de cinéma. Et je pense que l'Internet est magnifique parce qu'il ouvre beaucoup de portes sur plein de choses Mmh. pour beaucoup de gens et qu'on découvre le cinéma et on peut le voir et on peut le partager. Mais on n'est plus dans un forum vivant. Bah, Et, et donc ça change les choses. Et peut-être, là c'est une autre hypothèse que j'ai, c'est que justement, si ils découvrent qu'ils peuvent faire toutes leurs grandes ventes qu'à travers l'Internet, hein, pour les gros films, peut-être les salles vont se vider, on ne va plus avoir les cartes UGC et les cinémas vont peut-être, ça sera un marché alternatif qui serait un peu moins cher, le billet, mais où les gens peuvent se réunir autour du cinéma. Mais c'est très difficile parce que oui, on est sur tous des niveaux différents. Mon neveu de 30 ans, euh, il me parle d'une passion de Star Wars, mmh. du dernier, comme si moi je parlais de Godard, des choses comme ça. Et donc je ne sais pas quel est le mieux. Je sais que le modèle capitaliste euh, qui a envahi le monde en termes de ces gros films a vraiment tué l'intérêt pour beaucoup de gens d'y aller maintenant. Oui, oui, tout à fait. Bah, après, oui, non, mais effectivement, hein, je suis plutôt d'accord. On va revenir sur le début de ta carrière, parce que j'ai envie de parler un peu de certains films. Tu as joué dans Hope and Glory de John Boorman. J'adore John Boorman. C'est pas mal de commencer, vraiment
dans tes 2-3 premiers films, direct avec un John Boorman. Tu étais impressionné toi-même ou pas, comment tu arrivé sur le tournage? Ben, c'est un grand monsieur. J'étais avec des acteurs que j'admirais. Sarah Miles, qui était Ça dans va le mal, ouais. temps, Ian Bannon. Sarah Moi, Miles qui est morte, il y a 1 an, je crois maintenant. Sarah comment? Miles Sarah Miles, qui est morte il y a 1 an ou 2, je Oh, crois. elle est morte, je ne savais Ouais, pas. En tout cas, moi j'avais fait mes études là-bas en Angleterre. J'ai quitté l'école en avance parce que je jouais le fils de Richard Gere dans un film qui s'appelait King David, qui était horrible, mais c'était aussi encore un peu à la Lawrence of Arabia. J'étais en train de faire les courses de chariot avec six chevaux, des trucs comme ça. sympa. Et ça m'a donné la possibilité de rencontrer Borman. Et moi, je connaissais ses films, donc j'étais très excité. Et je pense que justement, oui, j'avais fait mes études, j'avais trouvé un agent, j'ai trouvé la possibilité oui, d'initier ma route là-bas. Et le rôle était très facile. Euh, Un soldat canadien, bah, ouais, il y a une mais scène de surtout, danse un peu. hein? Il y a une scène de danse assez sympa à l'ancienne. Ouais. Ben, en tout cas, toi, tu es trop jeune, bien sûr, mais moi, je suis post-guerre. Et cette guerre, elle m'a formé. Et là, de participer dans la vision d'un petit garçon qui vit la Deuxième Guerre mondiale à travers les bombardements de Londres. Et aussi ce que est John Boorman. C'est un homme de famille. Euh, il a fait vraiment des grands films. Oui. Et donc j'ai vu ce professionnalisme et je l'ai vu il y a 7 ans là. Et oui, ça c'est des bonnes choses, c'est-à-dire que on ne se voit pas souvent, mais il y a quelques personnes quand même qui t'inspirent et lui il m'inspire beaucoup. Comment il travaille? Est-ce qu'il a une façon spécifique Ben, ou assez c'est, classique? ben non, c'est l'école un peu hollywoodienne, mais à l'anglaise. Philippe Rousselot était à la Ouais. caméra, mais très organisé. Les Anglais sont très bien pour ça. Euh, et pas aussi intimidé par les acteurs. S'il y avait un problème, il le corrigeait assez vite. D'accord. C'est-à-dire, dans les tempéraments des acteurs? Ou, Voilà, il avait une bonne expérience avec les acteurs et c'était vraiment pour moi un des vrais maîtres avec qui j'ai travaillé. est-ce Vraiment. que est-ce qu'on parle du Grand Bleu ou tu en as trop parlé, dans ta Non, bien vie sûr. et parce que j'imagine que enfin, vraiment, je fais qu'imaginer que les gens, ils te retiennent à peu près que pour le Grand Bleu, dans le public le plus large, je veux dire. Oui. Mais c'est un cadeau, hein. C'est-à-dire Ah oui? que il y a pas tout le monde qui connaît le cinéma en France comment s'attendre à ça. J'ai participé dans un film vraiment à rencontre de gens extraordinaires. Euh, je pense que Luc aussi était à un apogée de son professionnalisme, son instinct et encore son innocence. Et que ça a créé quand même un film qui était bien sûr très commercial, mais aussi avec un âme. Et cette âme, c'est ça qui reste. Et je pense que c'est un peu ça que célèbrent les gens, à part que les filles qui étaient. Oui, tu vois, parce que je jouais un petit peu le parfum du mois Mmh. avec ça. Mais je vivais en Angleterre. Le film a joué une semaine là-bas. J'ai eu des critiques horribles. Ah oui? Ouais, donc je ne pouvais pas me prendre trop au sérieux. Pourquoi ils n'aimaient pas le film, pour le coup, en Angleterre? Il y a,
Besson, il n'a pas des grands fans aussi en Angleterre. Ouais. Mais pour le coup, ça devait être assez intéressant de jouer un homme que tu as rencontré, j'imagine? Oui, oui, non, mais c'est surtout ça, c'est que c'était pas un biopic, hein. C'était vraiment Luc qui a eu le génie de transposer l'histoire de ces deux hommes et le magie spirituelle de l'apnée euh, et de le mettre dans un fable. Mm. Parce que moi, j'ai pas du tout joué le même Mayol. Le même Mayol, et c'était un énorme ego. Il ne parlait que de Mayol et il Ah oui? sortait avec les femmes plus jeunes que lui. C'était un, c'était un, il avait touché la fontaine de la jeunesse. Mais aussi, le film, dans sa popularité, a éliminé son existence. Mm. C'est-à-dire que quand les gens commençaient à parler de Jacques Mayol, ils ne voyaient que lui, mais moi. Donc un peu dur pour lui, ça. Il t'en a pas voulu? Non, mais il en a voulu, je pense, hein. Mm. Oui, c'est-à-dire que c'est un homme qui s'est créé et que tout d'un coup, à travers une interprétation un peu fantasmique de sa vie, il perd son identité. Il y a une scène qui m'avait un peu traumatisé, je me souviens dans ce film-là. Je ne saurais plus décrire, mais il y a un moment un peu de songe et un moment en cut, on arrive sur toi et tu saignes, je crois. Euh, et ça Aux m'avait- oreilles. Parce que je l'ai vu tout jeune, toi, et ça m'avait vraiment traumatisé ce moment-là. Alors, je suis né en 88, moi, donc pour le coup, pas vu à sa sortie. Ouais, c'était marquant, ça. C'était très marquant. Et ouais, c'est un très beau film. Je l'ai revu une deuxième fois un peu plus tard, mais j'avoue qu'il est marquant, il est long et je crois qu'il reste assez culte. Euh, Pas comme Le Brasier, dans lequel tu as joué après et Tu que l'as j'ai vu, pas ça? trouvé. Alors, je l'ai trouvé qu'aujourd'hui, du coup, j'ai pas eu le temps de le voir. J'ai vu qu'il est sur Universiné. Universiné. C'était un film grand budget, premier film pour Eric Barbier, c'était son premier film. Hmm. C'était, je pense, plein de bonnes intentions. C'était une vraie aventure, le tournage en Pologne, Katowice, encore en tant que communiste, sur des immigrés polonais en France qui sont expulsés quand il y a la crise économique. Euh, et donc un peu ce qui se ressemblait ouais, le problème des immigrés. Et c'était marrant parce que moi, un Américain français qui jouait un Polonais, Maruszka Detmers, une Hollandaise qui jouait la Française. Hmm, hmm. On avait mon père qui était un Russe qui jouait en Polonais. Il y avait quelques Polonais, des vrais. Il y a quelques vrais Polonais, Et comment. c'est vraiment, le film est très beau, très bien, vraiment très beau. Mais quand on l'a montré à Varsovie, à sa sortie, euh, les gens, ils rigolaient. Tu vois, c'est quand même un drame, mais ils rigolaient et je me dis, mais pourquoi ils rigolent? Et je me suis rendu compte, là, j'ai dit, voilà des bobos en train de faire un film sur le socialisme pour les Polonais à cette époque, où justement il y a famille polonais où le père parle avec un accent russe et le fils il parle avec un accent américain. Là, ils ont dit non, 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 non. Ok. Du coup, pour un Français, ça passe tout à fait, mais pour les Polonais, ça devait ressembler à une blague, Ah non, effectivement. non, c'est pas. Et, ils ne voulaient pas le socialisme, ils en avaient marre. Là. On va parler d'un de tes films bah, qui est mon préféré avec toi, pour le coup. Tu saurais deviner lequel? Ou pas. Le repas. Ouais, Non, mais pour moi, quelqu'un m'en parlait hier. Attends, je vais juste fermer la fenêtre. Là. tu vas les insulter. C'est pas bruyant comme ça normalement. Euh,
Oui, c'est le seul film pour moi, je pense, qui va rester un peu dans l'histoire du cinéma. Tu crois? Le seul, oui, parce que peut-être ce que j'ai fait avec Pascal, mais sur un autre niveau. Mais je pense que Repas pour l'art, c'est un des films importants. Euh, le film, je l'ai revu il y a peut-être un an et il est superbe. Donc je sais qu'il reste. Le Grand Bleu va rester, mais il est sur un autre truc. Ouais, 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 il est pas. Bah, après, c'est vraiment en plus- Pour moi, j'aime toujours ce que fait Lars von Trier. Pour les gens qui écoutent et qui savent pas forcément, tu as joué dans 7 Lars von Trier, je crois, à peu près. Et donc, j'imagine, enfin, on peut te définir comme un acteur fétiche de Lars von Trier, pour le coup. Parce qu'on te trouve dans des. C'est-à-dire que pour moi, il y avait un sens que je sois là. Hmm. Et parce que je suis européen, je jouais avec des autres Européens et, et on était. J'adore la France, mais on est dans une société et c'est peut-être son charme qui refuse de changer. Et artistiquement, on est très cultivé, on a la culture, mais on provoque pas trop. Et là, j'étais avec quelqu'un qui provoquait. Là, Oui. on était en train de faire ce que je voulais faire. Je suis un peu l'opposé de Jean-Claude Van Damme. J'adore Jean-Claude Van Damme, c'est l'opposé de moi. Lui, il est venu de Belgique, il voulait faire The American Dream et il était le bonhomme au bon moment. C'était l'époque de ce genre de cinéma et il est devenu un star, tout le monde le connaît. Je ne sais pas comment il va aujourd'hui, mais en tout cas, Tu l'as déjà rencontré? non, 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 mais je trouve le personnage sympa. Mhm. Euh, mais moi, je suis un Américain. J'avais eu le bonheur de connaître la France en 67-68 quand mon père était au Vietnam. Mais tout d'un coup, quand je me suis échappé des États-Unis quand Ronald Reagan était élu. Je voulais quitter, je connaissais rien, j'étais carré, carré, carré. Et la France m'a donné la possibilité de décider de devenir artiste et tout ça. Et, et oui, voilà. T'as voté aux élections de Reagan ou tu pouvais pas encore Oui, voter? oui, non, j'ai voté. Et vraiment, pour moi, le meilleur président que j'ai eu dans ma vie, c'était Carter. Carter, c'est pour moi le seul qui avait un peu d'honnêteté. Ouais, parce que Reagan, bon, ça a été un peu une ère horrible, comme peut-être Trump le restera pour beaucoup Non, d'artistes. non, c'est C'est un tout ce autre que je veux truc. dire. Non, c'est juste que Reagan, Mhm. il a renié Vietnam et, et tout d'un coup, on a les. Là, c'est notre grand problème, les Américains. On vit sur la guerre et, Mhm. et on fait du bon spectacle. Là, maintenant, on est, je pense, à le dernier acte du spectacle avec Trump. On verra, hein. Pour Europa, pour revenir, enfin, pour le coup, vraiment, c'est un film fascinant, avec la voix de Max von Sydow, encore une personne qu'on a perdue récemment, et un des plus grands acteurs qui vivait en France aussi, d'ailleurs, comme toi, un des plus grands acteurs aussi bah, du cinéma pour moi. Ouais, Euh, grand, magnifique acteur, magnifique personne. tu l'as déjà rencontré d'ailleurs à l'occasion du film ou pas du tout? Non, 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 il d'abord. était dans le studio et moi j'étais déjà parti. T'as vécu ça comment alors, la rencontre avec Lars von Trier, qui du coup, je pense, elle est décisive, vu que vous avez beaucoup tourné ensemble. Ça a été un choc artistique un peu? Non, comment dire, moi quand je l'avais rencontré, on devait prendre un déjeuner à Copenhague et il me semblait bizarre. En plus, il me dit, écoute, les films là, nager avec les dauphins, ça m'intéresse pas du tout. Hein. C'est pas pour ça que tu es là. Et c'était mon côté moitié français, moitié européen, moitié américain. Et
on parlait, j'ai dit là, après le dîner, là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Je te sens vraiment, on ne se connaît pas, mais il a dit, oui, non, attends, j'ai vécu un grand truc là. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a 2 semaines, il y a ma mère qui est morte. Ah, pauvre. Ouais, et elle a dit, mais il a dit, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, elle m'a annoncé que mon père était pas mon vrai père. Et la personne qui croyait était son père était juif. Et donc, il s'est fait quand même cette identification. Et ça a été tellement douloureux qu'une semaine après, il s'est baptisé dans l'église catholique. Ah, c'est étonnant, ouais, Ouais, j'avoue. donc, et j'ai dit, OK, lui, il est intéressant. J'ai dit, et vraiment, c'est confirmé. Il est professionnel. Tu commences à 8 heures, tu finis à 9 heures, à 5 heures. Il a un sens d'humour très noir. Je pense que aussi, on a témoigné comment les metteurs en scène des années 90-2000 ont été traités un peu comme des présidents de pays. Mhm. Et que malgré tout, les plus grands, ça monte à la tête très facilement. Et que peut-être tout ce qui s'est passé avec Cannes et son banniment et tout ça, c'est très politique. Mais c'est aussi parce que il n'a pas reconnu le forum dans lequel il était. Donc, Lars, en tout cas, reste un artiste, pour moi un génie dans ce que est le cinéma. Et c'est parce que, comme Luc Besson, il a son propre outil. Il a ses propres studios, il a son propre. Il contrôle l'outil. Zentropa, c'est ça? Oui, Zentropa. Mais c'est pas facile, mais au moins, euh, le peu de gens qui ont le Final Cut aujourd'hui. Mais d'ailleurs, pour moi aussi, c'est un vrai artiste. Il a une filmographie quasiment parfaite, j'ai envie de dire. Moi, dans ce qui me parle, dans ses films, dans ce qu'il a fait, et il se repose effectivement pas. Je crois que tu l'as évoqué. Il se repose pas sur ses acquis, il se met en danger, il expérimente des choses. Euh, et c'est vraiment très très appréciable avec un auteur comme lui qui s'est renouvelé. Je pense que c'est un des trucs qui a permis qu'il continue de peser vraiment dans le cinéma aussi, c'est qu'il n'est pas forcément resté que dogme, il a Ah non, il ne pèse expérimenté. plus. Il est étouffé. On l'a étouffé. Il n'existe pas en termes du marché. Il existe en termes que nous, et toi et moi, on en parle. Mais c'est ce que je te dis. Le capitalisme, il a Hmm. gagné dans le sens que Oui, ces films-là deviennent, invisibilisé. non, pas importants, Ouais. irrelevant. Sauf pour les cinéphiles. Ah oui, Non, oui. mais c'est ça le problème. Il y a 30 ans, quand tu étais né, on ne parlait pas du box-office pour le cinéma. Hmm. Il était là, on le regardait, mais ce n'était pas le truc qui faisait vendre les films. Maintenant, c'est le box-office qui vend les films. Oui, oui, il y a peut-être un peu de ça, effectivement. Il y a même sûrement beaucoup de ça. Dans tous les films de Lars von Trier, à part Europa, dans lequel tu as préféré jouer Après, je sais que la plupart, c'est que des petits rôles. Euh, En tout cas, c'est Ah, pas des rôles. Breaking the Waves, c'était un grand tournage. Ouais, c'est un grand film aussi, effectivement, en Ouais. plus. Breaking the Waves, pour moi, c'était un grand tournage. Découverte de Emily Watson, de Catherine Cartledge, Stellan aussi. Non, c'était juste que c'était un tournage très, un peu comme Le Grand Bleu. Il y avait les gens étaient proches de l'un et l'autre et le sujet, la manière dont on l'abordait, avec la technique qu'on l'abordait, tout d'un coup, on avait l'impression de vraiment péter dans l'église et on s'amusait. Et tu sens cet excitement. À la période de Breaking the Way, c'est quoi? C'est un an ou deux après, il va réaliser son Ouais, premier doc. ouais, ouais. C'est
comment tu abordes le dogme? Parce que je pense que c'est quelque chose qui a été important pour toi. Je pense que c'est quelque chose qui reste un peu empreint dans ton cinéma, dans les films que tu fais. Je dis pas que c'est des dogmes, mais j'ai l'impression que, bah, qu'il y a des restes, en tout cas, niveau réalisation, Oui, niveau. oui, non, mais c'est-à-dire que, tu sais, j'avais fait peut-être une dizaine de films là, avant mon premier dogme, peut-être 15 ou 20, je sais pas. Mais Lars, il m'a demandé d'être le parrain de ces deux garçons. Je suis allé là-bas pour la cérémonie et j'ai dormi dans son petite maison sur le côté où il y avait. Il m'a dit, regarde ça, il m'a montré Les Idiots. Et ça, c'était en 96 ou quelque chose comme ça. Ouais, ça, d'accord. Et tout d'un coup, le Chartres, c'était pour rire. C'était surtout pour essayer d'éliminer toutes sortes d'artificialités le plus possible pour essayer d'arriver à quelque chose de réel. De rêve. C'était un concept. Mais, tu sais, quand chef-up français pour Breaking the Waves, le premier jour de tournage, il est venu me voir après parce qu'il n'avait jamais porté sur l'épaule. Il avait peur que les syndicats l'enlèvent de la liste parce qu'il ne faisait pas une image propre. Donc tu imagines tout La pression. en termes Et donc, tout d'un coup, de concentrer sur le drame lui-même, de pouvoir même l'oser maintenant, parce que tu pouvais le tourner ça avec une petite caméra, tout d'un coup, le montagne de ce que était la production d'un film devenait abordable, surtout au début. Et moi, j'ai dit à Pascal, j'ai dit, voilà l'occasion, si on veut faire un film, d'en faire un, parce que là, pour 1 million, notre trilogie a coûté 3 millions d'euros, le prix d'un premier film français. On a fait 3 films internationaux pour le prix d'1 million. Pas Et mal. tout d'un coup, ça nous a décomplexé de faire des films. C'est-à-dire que la faute n'était pas une faute parce que tu l'as intégrée. Et bien sûr, moi j'adore les images parfaites, j'adore la perfection, je l'adore. Mais je pense que le dogme qu'il était en train de critiquer, c'était justement cette obligation d'être dans la perfection tout le temps, avec des beaux images, des beaux visages, des belles images, politiquement correctes, et que tout d'un coup, on est en train de juste faire du replay, et 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 du replay. Et quand tu goûtes à cette liberté de tourner dans les rues de Paris, dans les champs d'Illinois, dans le jungle d'Inde, et que tout d'un coup tu reviens avec une histoire, même s'il y a plein de fautes et tout ça, on a pu faire rire des gens, pleurer des gens, rêver des gens. Donc, c'est pas mal. Bah, oui, oui, bien sûr, c'est pas mal du tout et c'est plutôt réussi. J'ai pas vu celui en Inde, c'est celui avec Romain Duris? Il est très drôle. Il est très drôle. Je ne l'ai pas revu, mais quelqu'un l'a revu récemment. En tout cas, c'était Lovers, la liberté d'aimer, qui on Ouais, veut, où on veut. Too much flesh, la liberté de la sexualité, du avec la désir. religion. Light, la liberté de la pensée et des idées et l'esprit. Et oui, on a conçu une histoire et il n'est pas parfait, mais il est très drôle. Et c'est, ouais, ouais, bah, d'ailleurs, c'est encore, tu as beaucoup tourné avec Élodie Boucher, tu l'as rencontrée sur, J'aimerais pas crever un dimanche? Exactement. Ouais, ça a été On s'est une go. rencontrés. En plus, elle dit, l'année qu'on a tourné Lovers, elle venait de gagner pour La Vie des Anges. Ah, documentaire. Elle était notre muse des 3 films. Et c'était un énorme cadeau parce que, oui, je pense que les films ne sont pas très reconnus en France, mais ils sont un peu reconnus à l'étranger, pas du tout aux États-Unis, ils ne les ont pas achetés là-bas. Mais, Même il y a des crozes. mais le message de ces films est vivant et le drame de ces films sont vivants. Donc je pense, ouais, c'est pas à la hauteur de Von Trier ou de Wilder ou de Kubrick, hein, mais c'est pas mal. C'est un bon 5 sur 10.
Bah, oh, 5 sur 10, t'es vachement méchant avec toi-même. Euh, Ça, je- c'est sûr. Breaking the Wave, c'est un 8. King the Wave, c'est un bon 8, ouais, pour le coup. Mais je pense pas que ça soit des 5 sur 10. Est-ce que Too Much Flesh, il parle d'un peu de ce que tu me disais, là, du fait d'être américain et du tout le côté puritanique, Ouais, de puritanisme. la religion et du rapport au sexe? Ben, C'est- c'est-à-dire, je pense que des trois, c'est le, j'adore Lovers, mais des trois, celui-là, il a une histoire très unique et il poursuit euh, justement cette faiblesse d'être le plus fort. Et c'était derrière l'histoire d'un type qui était reconnu pour avoir un pénis trop long, un type très innocent, mais qui à la fin, il découvre qu'il est normal. Mais c'est surtout à dire que celui qui a le plus long, qui est le plus fort, à la fin ne baisse pas. Et la contradiction aussi, oui, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui depuis le début de l'histoire des États-Unis, c'est que c'est quand même un pays qui a été formé dans la conquête et l'esclavage et la guerre et la violence, et que au fur et à mesure, l'innocence a de plus en plus de mal d'exister. Tu crois? Alors, en tout cas, c'était ce que moi j'ai essayé de jouer. J'ai pas joué un idiot, mais j'ai joué quelqu'un qui était honnête et qui croyait ce qu'on lui disait. Mais quand tu vois aujourd'hui comment on est en train de vivre aux États-Unis, euh, l'idée que on sème ce qu'on, non, on moissonne ce qu'on sème. Depuis longtemps, nous les Américains, on a créé Hollywood et on s'est donné une image de nous-mêmes incroyable, Mhm. mais qu'à la fin, peut-être il y a une histoire de Dorian Gray derrière tout ça qui a absorbé le grand mal qu'on a fait. Ouais, c'est une belle image. Et que, oui, Trump en est une des réflexions de ça. Est-ce que dans tu disais je joue pas l'idiot, mais ça m'a tout de suite fait penser à Chacun sa nuit, où tu joues vraiment l'idiot, du coup, enfin un peu le simple d'esprit du village, quoi. Ah non, Euh, c'est pas moi ça. Ça, c'est Karl. Comment Attends, il me mais c'est pas tout ressemble. dans ma tête, c'est vraiment toi. Alors, il te Non, non, ressemble non, peut-être non, sur tes volontés? il est Ah non, il est Karl. beaucoup plus jeune, c'est vrai. Non, il me ressemblait, mais c'était pas moi. Non, mais Chacun sa nuit, j'ai beaucoup aimé ce film aussi. C'était la découverte de Lizzie Brocheret et Pierre Perrier, Arthur Binet. Il s'appelait Arthur Dupont à cette époque-là, il me semble. Et, et, et oui, en tout cas, en tournant en dogme, ça nous a inspiré de garder la caméra digitale, d'éclairer éventuellement. Et ces films-là, par exemple, je les ai éclairés avec un ami. On a pris une caméra qui était mieux pour, American Translation. On a fait exactement la même chose. J'ai acheté plus de lumière. On faisait de notre mieux Ouais, dans le mais temps donné avec l'argent qu'il y avait. c'est Et Zentropa qui produisait. bah, c'est Zentropa qui a mis un peu d'argent parce que il y avait une chose que je devais faire pour eux. c'était, ça c'est une autre histoire. Eh ben, ce que j'aime bien dans tes films, c'est que du coup, effectivement, dans vos films à tous les deux, Ouais. avec Pascal Arnaud, c'est que du coup, comme il y a beaucoup de techniques qui est délaissée, j'ai l'impression que c'est vraiment des films où vous travaillez sur le jeu, quoi, finalement. Oui, et puis on n'essaie pas de couper. Moi j'aime bien les plans séquences Mm. et moi je tiens la caméra comme un acteur. Donc j'essaie, c'est pour ça que c'est un drogue, c'est-à-dire que c'est comme si tu es joué parce que c'est toi qui es Dieu là. Et, et, et donc ça crée une tension déjà.
Et aussi, on essaye de faire des choses qui nous intéressent. C'est pour ça que le toucher, il peut être très, 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 très dramatique. Et on a essayé d'explorer ça en se touchant vraiment avec nos acteurs quand on le faisait. Et je t'assure qu'au lieu de savoir que tu es en train de l'imiter et de le faire vraiment, c'est deux choses différentes. Il y a, j'ai envie de parler de films que je connais pas, que j'ai pas vu, mais qui m'intriguent. Et je sais pas si c'est des bons films ou pas, etc. Mais genre, t'as joué dans une adaptation de La Peste de Camus qui Ouais. s'appelle La Peste. Ouais. Il était réussi, il était bien. Il est franchement, il est pas trouvable comme ça, donc j'ai pas réussi à. C'est-à-dire que c'était regarde le casting, William Hurt, William Robert Hurt, Sandrine Bonner, Duval. Raoul Julia et le grand Robert Duval. Euh, le problème avec ce film, un film est très fragile. Il peut être détruit par l'ego d'un producteur, d'un acteur, d'un metteur en scène. Trop d'argent, il peut être tué. Pas assez d'argent, il peut être tué. Si tu n'as pas la concentration totale et le respect total de l'équipe entière, si tu n'as pas cette, sauf si tu es un très très fort chef, hein, et là Ouais. c'est différent, mais s'il n'y a pas ça, le film tombe par manque d'intérêt. Et ce film, c'était un des victimes de ça. Parce qu'il y avait tout pour que ça soit bien. Le metteur en scène avait gagné un Oscar avec l'histoire officielle, Luis Puenzo. Et non, c'était juste le mélange de gens n'a pas fait que la chose a marché. Raoul Julia, très, très, très grand acteur. Oui. Bah après moi je le connais je l'ai vu dans Le baiser de la femme araignée, la Voilà. famille Adams, évidemment, la famille Adams, et dans La Avec culture William populaire. Hurt. De quoi? William Hurt qui était dans La baiser de la femme araignée. Oui, les deux, c'est vrai, ouais, William Hurt aussi, moi j'ai une énorme affection de le voir jouer. C'est un acteur qui a joué autant pour Chantal Akerman que pour Spielberg, et Ouais, il a il a fait des bonnes choses. au-delà du réel avec Ken Russell. Moi j'adore Ken Russell. Donc, qui a, Bon. d'ailleurs Les jours et les nuits de China Blue, je sais pas si tu as vu. Comment? Je sais pas si tu as vu Les jours et les nuits de China Blue. Ah Euh, oui, 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 mais c'est un autre titre en anglais. ah oui, Night and Days of China Blue, peut-être. C'était avec Kathleen Turner, non? Ouais, et Anthony Perkins. Ouais, 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 je me souviens. C'est un film vraiment du coup sur la sexualité vu qu'on en parlait. Euh, d'accord, La Peste. Et il y en a un autre qui m'intriguait du coup un peu que tu as tourné juste après, c'est Les Faussaires. J'ai juste trouvé sur INA, ina.com, ina.fr, j'ai trouvé une interview, on voit un peu une bande-annonce, on voit une scène et donc on te voit dedans. Tu tiens l'affiche aux côtés de Gérard Jugnot. Du coup, ça n'a vraiment rien à voir avec tes autres films. C'était bien fait? Écoute, moi je suis un peu. Kerouac m'a beaucoup influencé. Moi j'utilise le monde un peu à la Kerouac. C'est l'aventure qui me plaît. Mhm. Moi j'avais fini justement Le Brasier et La Peste, et mon agent m'envoie un scénario et je l'ouvre et je vois première page extérieur jour Tahiti. Et quoi? Et puis j'ai regardé très très vite et jusqu'à la fin il n'y avait que Tahiti. J'ai dit I'll do it. Je le fais. Il est réussi en comédie? J'avais lu le scénario après, j'ai dit oui avant de lire le scénario. Je vois le genre. Et du coup, c'était comment d'aborder la comédie parce que c'était un peu la première fois, j'ai l'impression. J'étais avec je pense que je suis bon à la comédie, mais j'étais avec des maîtres. Il y avait Daniel Prévost, Claude Mm. Pieplu, deux ou trois autres. Je n'étais pas du tout dans mon élément. Et vraiment, j'ai fait ça pour connaître Tahiti de moi.
Bonne idée, hein. En plus, tu étais payé pour, donc Tu peux pas faire ça tout le temps. oui, j'imagine. Alors, en Non. tout cas, j'aimerais bien le voir juste vraiment par grande curiosité. Je me dis une petite comédie française à Tahiti, ça a l'air avec Gérard Jugnot dans la bonne époque. Bah pourquoi pas. Non, je Euh, veux dire que le film était entre mélancolie et pas comédie à la comédie normale ouais, française. Tu d'accord, c'est pas. comprends? Le metteur en scène, il avait une vraie humour juive et une vraie lumière juive. Et donc, il y avait cette mélancolie vraie de Romain Gary et en essayant de le mélanger avec la comédie. D'accord. Bon, ça donne plutôt envie. Après, tu as fait le fils préféré, t'as pas un énorme rôle, et puis mais c'est plutôt un bon rôle. Je pense que vraiment, je n'ai pas vraiment assez de films pour dire que je suis un acteur français. C'est vrai. Vraiment. Maintenant, j'ai joué Le Grand Bleu en anglais. J'ai fait deux, trois films qui ont eu mais les films que j'ai fait avec Van Trier et même mes propres films Ouais. sont plus connus que ce que j'ai fait comme acteur français. Quand on me demande si je suis français, je dis non, presque comme un péché, non, je suis américain. Ah, zut, désolé. Attends, il y a un film français qui a l'air mais vraiment introuvable et qui m'intrigue encore plus, c'est Mo avec Jean-Yann. C'est quoi ce film? Parce que l'affiche, elle doit défiler là dans le live Twitch, on la voit par moment. Elle est vraiment intrigante. Ça parle de quoi? C'est le premier film où le producteur n'avait pas l'argent. Et c'était ambitieux, Jean-Yann était délicieux. Je me souviens qu'après la deuxième semaine et demie, les gens à l'hôtel n'étaient vraiment pas très gentils avec nous. On était en Hongrie pendant le temps encore communiste, à Budapest. Et je me suis rendu compte que personne n'a été payé, même l'hôtel. Et j'ai dû m'échapper de ce film en sortant du deuxième étage avec mon maquilleur que j'ai emmené sur ce film et en quittant Budapest, en s'échappant. Ah, donc t'as pas fini de tourner, mais t'es quand même dedans. Si, ils ont réussi à retourner, mais j'ai jamais été payé. J'ai Ah fait. ouais. Il y a des moments où tu dois vraiment manger du corbeau, hein, pour faire du cinéma. Et Bon, là, j'ai dû le faire, mais c'était un désastre total ce film. au moins t'as rencontré Jean-Yann, il est sympa Jean-Yann? Oui. Je me souviens du jour, il disait: J'ai mal à mon portefeuille. Tu limites pas mal. Et moi, dimanche dernier, j'ai fait un live comme ça avec Maria de Medeiros, qui a joué avec lui. Et pareil, je lui disais que, enfin, moi, vraiment gamin, et je te parle vers 12 ans, j'étais fan de Jean-Yann. De- J'étais fan de Jean-Yann parce que je suis tombé sur Tout le monde y est beau, tout le monde est gentil. Je sais pas si tu as vu. Il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et après, je voulais voir tous ses films, etc. Et je trouve Là, le mieux, c'est on ne 2 heures. vieillira pas ensemble. Nous ne vieillirons pas ensemble. Ah, bah avec De Piala. Oui. Ah bah ouais, complètement. C'est un traître. Piala est un grand réalisateur. Alors du Jean-Yann dans Piala, c'était vraiment excellent. T'as vachement alterné. C'est vrai que tu te dis que t'es pas un acteur français. C'est vrai parce qu'aussi, on le voit dans le fait que tu faisais pas. T'as pas eu une période que française, etc. Même à l'époque, tu as fait des films comme Iron Horseman, je les ai pas vus. The Scarlet Tunic, Tint Eye. Qu'est-ce qui. Attends, il faut que je fasse une chose parce que j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Attends. Ah, faut que tu le branches. Eh ben, en attendant, je vais checker si des gens ont posé des questions, si des gens nous regardent, hein, parce que je sais que l'horaire est pas facile. Attends. Je vais voir si ça marche comme ça. Non. Ok. Ok. Comme back to the.
The Question. Du coup, tu as fait un peu de films d'époque, j'ai l'impression, à cette période, en Angleterre ou aux États-Unis. Ouais, Euh, j'ai fait des trucs d'époque, deux en Angleterre, un en Irlande, un en Angleterre. J'étais vraiment, c'est là où j'ai fait mes études. C'était vraiment, il y en avait un avec Richard Grant, Miranda Richardson, des grands acteurs. Et, et les films sont, ouais, en tout cas, il y en a un qui est un peu mieux qu'à la BBC, mais c'est pas du Schlesinger encore, quoi. hmm, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que, pour le coup, est-ce que, pardon, est-ce que quand en tant qu'acteur, tu dois recevoir énormément de scénarios, je me faisais la réflexion en préparant le live, je me faisais la réflexion que finalement, vous devez énormément lire, les acteurs. Oui, alors on reçoit pas beaucoup de scénarios, hein, peut-être là il y a 30 ans, oui, je recevais beaucoup, mais bah, beaucoup de mon travail vient de l'intérieur et la seule manière pour moi de nourrir cet intérieur, c'est vraiment de lire le scénario. Oui, mais avec le temps, c'est de construire sur ce que tu connais de la vie et aussi le colorer avec le fantasme des autres. Est-ce que, ouais, donc tu en lis pas Tu tant dois, pour moi, finalement. lire, je lis pas beaucoup, pas comme Pascal Mm. Arnold, pas comme ma belle avec qui j'habite. Elle lit beaucoup plus que moi. Mais la lecture, pour moi, elle est fondamentale. En tout cas, quand tu joues et tu commences à comprendre les drames d'autres choses, ça peut t'aider à approfondir le drame que tu es en train de donner l'illusion. Voilà. D'accord, d'accord. Ok, c'est joliment dit. Euh, Est-ce que dans tout ce que tu as fait, si tu devais retenir, je sais pas, 5 films, tu me donnerais lesquels, toi? En tant qu'œuvre à part entière? Ça veut dire en temps Que, personnel ou en que termes... film? Hein? En tant que film, pas en tant qu'expérience personnelle. Ah, Je ok. dirais. En tant que film, bon, Europa, Breaking the Waves, Too Much Flesh. Hmm. Combien à 4? Ouais. C'est-à-dire qui ont des impacts. Moi, je ne sais pas. Peut-être il n'y en a que 3. T'es souvent déçu dans les films dans lesquels tu joues ou blasé ou tu arrives à garder encore beaucoup de Non, là, plaisir. par exemple, j'ai fait une série pour les Anglais l'année dernière, là, qui vient de sortir. Bad Et Bank, non, Bad Bank, c'est allemand. Là, je joue le PDG de Deutsche Bank. Et d'accord. là, dans l'autre, c'était Tanger, les années 50. Je jouais un genre de facho français avec un accent français. Et oui, et ça tient, tu vois, je suis très très fier de ce travail. Euh, euh, mais la chose est que je ne suis pas vraiment un star, tu vois, j'ai un peu laissé ça à l'abandon parce que j'étais pas français, je ne suis pas allé retourner aux États-Unis et j'ai un peu déclaré mon jeu avec Europa. Et Ouais. depuis d'être acteur, c'était quelque chose, à Rebellion, c'était contre mon passé très conservateur et j'ai suivi mon cœur. Quand j'ai eu le succès du Grand Bleu, je sais que ce n'était pas logique ou rationnel, mais j'ai suivi mon cœur. Et malgré tous les critiques qu'on a fait de moi, j'avance et j'apprends mon métier en faisant plein de fautes et je reste frais. Mhm. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui.
J'ai fait un court-métrage avec deux Suédois de 23 ans l'été dernier. Il y a un ami là qui veut que je lis du Ginsberg dans un autre film. Si j'étais un produit, je n'aurais pas le droit de faire ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Très bien ce que tu veux dire. Et, Tu donc, parles... et je défends ce principe que mon image ne veut rien dire, mais si j'ai la caméra sur moi, je fais ce que le metteur en scène me dit, mais j'ose essayer d'être honnête et si les choses que je dis provoquent ou dérangent, je m'en fous. Mmh. Je sais pas, je le fais pour ça. Et moi, j'arrive plus à m'asseoir dans des films que j'ai revus, que j'ai vus déjà. Là, quand j'ai vu Mort sur le Nil pour la 4e fois, je commence à dire, mais ils nous prennent pour des idiots. Qui veut revoir une autre adaptation de Mort sur le Nil comme, C'est vrai qu'ils sont en train de le faire, alors qu'il y avait celle avec, c'est avec Jane Birkin, celle des années 80, je crois. Moi, Si je je ne dis sais pas. Mais c'est juste, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec l'évidence de notre hypocrisie dans qui on est, que la culture est devenue le spectacle et le divertissement, on n'a plus de repères comme un peuple. On n'a plus de champs où on peut discuter parce que maintenant c'est devenu irrelevant. Je ne sais pas comment dire ce mot en français. Irrelevant. Who cares? Tu vois, donc on n'est même plus dans un discours futile. moral. C'est devenu futile, tu veux dire. Ouais, non, futile, voilà, pour rien. Est-ce que, mais c'est vrai que je le vois des fois en voyant des films avec toi, j'ai remarqué qu'effectivement tu peux faire des premiers films. Je pense à Vandal, qui était vraiment très bien d'ailleurs. Vandal était une belle petite surprise où tu joues Le le père. père. Ouais, c'est Ouais, ça. le père. Oui, mais ça, c'était. Il était tout sympa, le metteur en scène. Oui, mais je fais tout. Je fais tout. Ouais. Même des pubs quand il faut. Et des fois, ça paye, ça peut permettre de financer tes futurs films, futures réalisations. J'ai deux questions encore. Tu joues dans un film qui a été sélectionné à Cannes, dans Garçon chiffon de Nicolas Maury. Ah, j'ai pas vu encore. Tu l'as vu? Non, non, bah non, je pense pas qu'il soit même encore été diffusé. Euh, Pas plus que ça. En tout cas, il va l'être, je crois, au Festival Lumière à Lyon. Ok, ok. Précise d'ailleurs, si tu passes à Lyon, s'il t'invite à le montrer. C'est le premier film de Nicolas Maury, qui est un acteur excellent, qui marche bien d'ailleurs en ce moment. Tu joues quoi comme rôle dedans? Je joue un représentant du cinéma français. Voilà. D'accord. Ah, des gens que t'adores, là. Mais il y avait un film intéressant qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle La particule humaine ou Ouais, Grain. Et ça, le film est dystopia assez vrai. Et un hommage. Son problème, c'est que c'est un hommage à Tarkovsky et on n'avait pas besoin de faire un hommage. Mais le film est assez beau, vraiment. ça peut être dangereux les hommages des fois, Bah mais non, c'est-à-dire que quand historique. tu peux pas refaire des choses, ça Mm. devient un exercice. Effectivement, effectivement. Et la particule humaine, je l'ai vu passer, ouais. Je savais pas que c'était de la science-fiction, enfin de la dystopie, mais donc de la Bah, science. en tout cas, il y a du cinéma en termes d'image incroyable. D'accord, d'accord. J'y pense aussi, tu as joué dans. Je vais essayer de voir. Oui, tu me parlais de Jack Kerouac. Ça a dû te faire plaisir de le jouer, du coup, en 2013. Ça, c'est mon seul film américain. Ouais, C'est mon seul film. Oh non, j'ai fait un autre petit rôle dans un autre film américain, mais oui. C'est-à-dire que ça, c'était trop long pour expliquer comment le film s'est fait faire. Mais j'étais plus que touché de pouvoir jouer quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré et dont, quand j'ai fait la préparation de ce film, j'ai découvert qu'il n'y avait rien à jouer sauf
des variations à être alcoolique. Et, mais mon côté américain, je n'arrive pas beaucoup à pouvoir l'exprimer dans ma carrière. Je joue souvent des étrangers, des autres. Et je me considère américain, mais bon, je suis loin de John Wayne et loin de Leo et de Al Pacino. Et je suis loin de ça encore. Est-ce que tu as déjà est-ce que tu as déjà tourné vraiment avec quelqu'un qui te faisait rêver, toi, en tant que jeune, quand tu allais au cinéma? Euh, ah oui, 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 oui. Bah, Sarah Miles. Sarah Mike? Bah, quand je l'avais vu, ou Geraldine Chaplin. Ah bah oui, j'adore Gérald Chaplin. Charlotte Rampling. Ah, c'est sur quel film, Charlotte Non, Rampling? on a presque tourné ensemble et on s'est connus, on se connaît. Et donc, Géraldine, elle a joué ma mère. Eddie Constantine, je ne connaissais pas, mais on est devenus très proches sur Europa. Sur Europa, ouais. Robert Duval, il m'a appris très vite comment il faut être entre les acteurs. C'est-à-dire, il t'a appris on était au cocktail pour La Peste du début, et il avait un chien, et il avait un frisbee qu'il envoyait pour le chien, et je voulais lui parler, me présenter. C'était un de mes héros, Apocalypse Now, tu vois, Network. Le parrain, tout ça. Le parrain. Et j'y vais, je dis Hi, my name is Jean-Marc. Moi, je disais, j'avais un chien une fois, et on l'a gardé qu'un an. Mon grand-père l'a emmené dans le champ, il l'a tué parce qu'il avait des vers. Et Duval me dit That's the reason you became an actor. Ça, c'est la raison pour laquelle tu es devenu acteur. Ok. Donc, je me suis dit, voilà, la meilleure chose, c'est que même si tu l'admires, c'est eux qui viennent vers toi. C'est bien ça. Première leçon. Est-ce que enfin, tu me dirais que ça serait quel acteur qui t'a le plus appris en termes de jeu, toi? Si on a, d'ailleurs. Non, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Je suis touché par tellement d'acteurs. J'ai été formé par les acteurs des années 60. Peter O'Toole, Laurence Olivier, Charles Bronson. Vraiment, je viens de... j'étais aussi Marlon Brando, Jane Fonda. L'acteur à cette époque, il avait une position civile. C'était des gens. On est devenus des produits depuis. Et donc, pour moi, l'acteur, c'était ce que j'aimais de ces gens-là, c'est qu'ils étaient uniques, confiants dans qui ils étaient. Ils montraient les faiblesses, etc. Hein, et moi, je me suis dit, si j'arrive à avoir cette même confiance dans qui je suis, eh ben, je suis arrivé. Et c'est pas en étant peut-être célèbre ou le plus célèbre, c'est comment tu vis ce calme qu'il faut avoir quand la caméra tourne et savoir qu'il faut sauter dans le feu. et ça prend du temps à apprendre ça. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend. Souvent, là, je regardais un truc sur Mickey Rourke, par exemple, récemment. Et je ne savais pas qu'il avait une famille, une enfance difficile, et qu'il est venu et il a été formé par l'Actor Studio, et donc il utilisait ses propres émotions et tout ça. Mais les choses sont allées trop vite. Tout d'un coup, il est devenu star très vite, et ça il a brûlé très vite.
Ouais. Et Arrêtez. pour moi je préfère exister un peu à la cruise control jusqu'au bout. Jusqu'au bout, bah, ça va, tu as fait une bonne partie de ta carrière déjà. Voilà, j'ai plus que 20 ans là, je pense. Bah écoute, de nos jours, hein, je sais pas. T'as un projet de film en tant que réalisateur encore On à en venir? a, on en a deux là avec Pascal. On devait tourner là cet hiver, mais avec le Covid, c'est pas possible. On espère se remettre dans le jeu là. On Ouais. espère. Oui, c'est juste. Ouais, c'est très difficile. Tu peux dire un petit quelque chose sur un des films ou pas trop dévoiler? Il y en a un qui s'appelle La Peur, un film avec des adolescents. Et l'autre, ça va être une continuité à Chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui. C'est avec le même acteur, avec Mathias. Ouais, J'ai pas retenu son nom de famille. Mathias, on continue un peu son histoire. Et là, c'est où il vit à Paris, dans un immeuble qui est hanté. Et tout d'un coup, une jeune Italienne vient sur le lieu. Voilà. D'accord. Il garde vraiment le même personnage, enfin explicitement le même personnage. C'est le même personnage, ouais. Ok, c'est cool, j'aime bien ça. Et d'accord, en plus, il y a un peu de fantastique, ça peut être marrant. Il y a, t'aimes bien jouer avec les adolescents, t'aimes bien parler de l'adolescence. Vous aimez bien, vous deux, parler de Ouais, bah, l'adolescence. non, c'est-à-dire qu'on a fait une trilogie sur la liberté et Hmm. ensuite on a fait une trilogie qui s'appelle Rébellion adolescent. Ah oui, du coup, Chacun sa nuit, American Translation et Chronique sexuelle d'une famille de. Voilà, c'était un peu, on les fait en trilogie et ça s'est fait comme ça. Là, la peur est un truc plutôt de genre, ce qui est nouveau pour nous. Et on n'a pas de titre pour ça, mais on rentre dans le sex life de l'immeuble où ils sont. Voilà. Ah cool. Du coup, t'as des acteurs un peu de. Non, là on est en train d'encore le financer. Ok, ok. Oui, donc Ouais. j'espère que vous allez réussir à le financer. Ouais, en tout cas, je pense, en tout cas, on a encore envie et il faut vivre. Et donc, on va le faire. Bien sûr. Et est-ce que vous allez intégrer le coronavirus là-dedans ou pas du tout? Vous y avez pensé? Non, on a décidé de pas parce qu'on s'est dit, Ça fait ouais. trop surfer sur la vague un peu Bah, trop. c'est-à-dire la seule chose bon pour porter un masque, c'est pour faire un braquage de banque, tu vois. Pour pas voir les acteurs, c'est. Ouais, j'avoue que c'est un peu dommage. Mais écoute, on va bientôt conclure. Je pense que j'ai une question encore. Est-ce qu'il y a un projet que tu as refusé et que tu regrettes un peu aujourd'hui ou pas du tout? Euh, non, j'avais refusé des films parce que j'ai refusé, par exemple, Indochine pour faire La Peste. Hmm. Euh, mais je refuse pas, tu vois, pour moi, d'être travailler avec des acteurs comme ça en anglais, c'était une production Ouais, franco-américaine. ça. Mais bon. Et je pense qu'il y avait un autre. Non, je sais pas. Tu sais, la chose, c'est qu'avec le succès du Grand Bleu, j'ai vu très vite ce que c'était d'être à ce niveau. Et ça m'intéressait pas. C'est-à-dire, j'avais aucun contrôle Hmm. sur moi-même. Et je devais penser d'une certaine manière pour avancer. Et cette manière de penser ne me plaisait pas. On n'était plus du tout dans le même amour, dans le même. Ouais, et j'ai besoin d'un peu d'innocence pour jouer. Euh, et donc, j'ai dit, écoute, je le sens pas. Et moi, j'ai suivi ma direction. D'accord, d'accord. Je savais que je foutais peut-être en l'air des, 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 choses évidentes, mais étant que j'étais pas américain, pas français, indéfinissable d'une certaine manière, et
et oui, et le succès pour moi était trop dangereux, trop tôt. Voilà. En plus, ben, comme tu dis, j'ai l'impression que. Mais il a été diffusé à Cannes, non? Le Grand Bleu en ouverture, un truc comme ça. Ouais, il a été Ça diffusé. doit amener une espèce de Ah non, d'énergie. ça te monte à l'ego tout de suite. Ouais. Hein, ça te monte à l'ego tout de suite, mais heureusement que ma femme, à cette époque-là, elle m'a dit, tu vois, c'est pas mal pour un début, etc. Donc, j'ai tombé aussi sous l'effet du narcissisme qui peut aller avec de faire un rôle comme ça. Mais heureusement, à la fin, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je ne prends pas ce métier au sérieux. Et ça devient un opéra. Hein, et je regarde ça avec la distance nécessaire pour rire et faire bien mon job, mais jamais le prendre au sérieux. Ouais, Et il y a des gens qui me sont maintenant tellement riches et que chaque moment qu'on leur prend, c'est sérieux, donc ils deviennent très sérieux et c'est chiant. Et j'ai envie de jouer. Et c'est la seule chose qui me réjouit et c'est la seule constante dans ma vie. Mais de jouer, je pense qu'on doit avoir aussi un âme un peu léger. ouais, c'est un bon esprit, je trouve, pour le coup. Eh ben, merci à toi. J'ai eu plein de questions. Tu vois, je vois que tu avais joué 2 fois avec Carole Laure, tout ça. J'aime beaucoup Carole Laure. Elle a un profil très intéressant aussi. Mais bon, on va pas tout aborder. Mais ben, merci. J'aime beaucoup ta vision du cinéma. Je trouve que enfin, du coup, c'est appréciable. Ça change un peu aussi. Et comme je te disais au début, je trouve que tu as une filmographie. Je te fais plein de louanges. Et je trouve que tu as une filmographie qui est bah, riche de la diversité des rôles et des pays aussi. Et je trouve que c'est important. Ah Et non, en tout cas pour moi, comme je t'ai dit, quand avec le film au Tahiti, moi, je vais pour l'aventure. Et là, je pars sur un truc, on va être dans les bois de Belgique là pendant ouais, moins de 3 semaines, mouillé, froid. Euh, et donc, je sais que ça va être éprouvant, mais aussi c'est une aventure. Quand tu as un job, que tu peux faire ça encore. Et pour moi, bon, c'est superbe. Et en plus, là, je commence avec un film polonais où je joue un professeur de plongée. ça va rappeler des souvenirs. Oui, oui, mais avec une jeune de 30 ans, enceinte, et presque, tu vois, le Dieu qui finit ses derniers jours. Donc, tu t'amuses à jouer des rôles. Tu peut-être t'es pas payé des salaires énormes, mais bon, ça paye 1 ou 2 mois. Bah, et puis ça fait des aventures assez intéressantes, je pense. Comme tu Ouais. dis. Ben, on verra ça, tout ça avec plaisir. Je vais essayer de faire une promo, une pseudo-promo. En tout cas, il y a le garçon au chiffon qui devrait sortir. Je pense que c'est ton prochain qui va sortir au cinéma. Il va passer pour les Lyonnais au Festival Lumière. Et Euh, aussi, il me semble qu'il va sortir bientôt sur les plateformes ouais. Petit Oiseau, Little Birds, qui Et est le doc, cette série que j'ai tournée pour les Anglais, qui sont des adaptations de Anaïs Nin. Tu vois qui est Anaïs Nin? ah, oui, Une- pardon, elle, elle c'est vrai qu'on écrivait des choses érotiques avec oui. Henry Miller dans les années 30. Je te disais qu'on avait fait une discussion similaire avec Maria de Medeiros dimanche dernier. Bah, elle a joué à Nice Nin C'est ça. dans Henry and June. Ouais, ouais. Et très beau personnage. Et pour le coup, j'ai un peu lu des poèmes d'Anaïs Nin. Oui, très bien. Super. Donc, une adaptation d'Anaïs Nin, d'accord. Et tu m'as dit, ça s'appelle Little Albert. Est-ce que tu sais où ça va sortir surtout? Sur Bah, les... il fait Sky Atlantic qu'il a sorti cet été. Donc, il est sur les plateformes et quelqu'un en France d'une banque m'a dit qu'il y a une des chaînes qui vont le sortir là bientôt. Bon, ben on va espérer, on guettera ça. Et j'essaierai de faire passer le message de mon côté aussi. Ben merci beaucoup à toi, surtout. Ok, mon grand, mais merci. Hein. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et c'était très intéressant. Et puis je te souhaite une bonne après-midi. Ok, à toi aussi. Au revoir. Ciao, ciao.